Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture. Il s'agit du coup de mes premières lectures du mois d'août. Je pense que ce sera divisé en 2 ou 3 vidéos à mon avis parce qu'il va y avoir pas mal de choses à vous présenter. J'ai décidé pour le mois d'août de participer au challenge Palandérotoops qui est organisé par Alex de la chaîne Alex Bookin en Prada, qui est une booktubeuse que j'aime beaucoup. Et du coup elle a organisé ce challenge qui est une sorte de petit frère du challenge Février Tapal qui se passe du coup au mois de février et auquel je participe à peu près tous les ans. Le but du challenge c'est vraiment essentiellement de vider sa pile à lire, d'avancer pour lire un maximum de livres. Et du coup il y a en gros deux possibilités qui sont soit de lire 200 pages par jour, soit de lire un livre par jour. Et donc pour ma part je me suis lancée dans la version un livre par jour. Elle proposait des petites catégories à compléter, que j'ai complétées du coup sur le début du mois. Donc maintenant ça fait un petit moment déjà que j'ai fini les catégories puisque je vous filme ça, on est le 24 août. Mais voilà, je continue mon challenge et pour l'instant je me tiens toujours au un livre par jour, j'en ai même lu un petit peu plus il me semble. Du coup aujourd'hui je viens pour vous présenter une bonne dizaine de lectures que j'ai effectuées au début du mois. Il y en a certaines sur lesquelles je vais plus m'attarder que d'autres parce qu'il n'y a pas forcément énormément de choses à vous dire sur chacune. Alors je vais du coup démarrer avec un roman que j'ai lu et qui vient tout juste de sortir au moment où je vous tourne la vidéo. Il est sorti cette semaine puisqu'il fait partie de la rentrée littéraire. Il s'agit du roman L'épaisseur d'un cheveu par Claire Berest. Claire Berest, j'avais déjà lu plusieurs de ses titres. J'ai lu notamment Artifice, Rien n'est noir qui est sur Frida Kahlo et puis également son roman qu'elle avait écrit avec sa sœur qui s'appelle donc Gabrielle, que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, du coup j'étais assez curieuse de voir ce qu'elle allait écrire d'autre. Elle a une écriture qui est quand même en général assez sombre, elle fait des romans qui sont pas forcément très joyeux en général, qui parlent plutôt de la noirceur des humains et de leur côté négatif, contrairement d'ailleurs à sa sœur Anne Berest qui écrit des romans qui sont globalement un peu plus lumineux, qui parlent aussi de choses assez sombres mais le ressenti est plus lumineux en tout cas. La petite phrase qui est à l'arrière c'est « Il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard, dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme ». Voilà, c'est un petit extrait du livre qui donne un petit peu le ton, puisque du coup on va effectivement plonger dans le quotidien d'un couple qui vit marié depuis un petit moment, et entre Étienne et Vive, même si en apparence tout semble aller bien, et en tout cas dans sa tête à lui tout semble aller bien, on voit qu'en réalité c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et ça va aller jusqu'au stade auquel Étienne effectivement va tuer sa femme. C'est un roman du coup dans lequel on est vraiment plongé uniquement dans la tête d'Étienne, on voit que ses pensées à lui et du coup on voit effectivement à quel point il se fait une idée des choses et à quel point sa vision des choses est fausse et détournée de la réalité quand on la confronte avec certains autres éléments. Comme souvent sur les titres qui parlent de féminicide, c'est un titre qui parle également forcément du sentiment un petit peu d'appartenance que peuvent ressentir certains hommes envers leurs femmes. Et par rapport à ça, je trouvais que c'était vraiment bien mené. C'est un titre qui est assez prenant et on a envie de savoir, de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Et je trouve ça assez intéressant du coup ce choix qui a été fait de montrer à quel point en fait ses pensées à lui sont discordantes par rapport à la réalité. Donc voilà, j'ai plutôt passé un bon moment avec et c'est vraiment, ce que j'avais noté c'est que c'est vraiment l'illustration parfaite du si je ne peux pas l'avoir alors personne ne l'aura et qu'on voit à quel point voilà, tout ce basculement qui va se faire dans sa tête tient vraiment à l'épaisseur d'un cheveu, d'où le titre du roman. J'ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai lu un titre que lui j'ai un petit peu moins apprécié, il s'agit de Petit mystère en campagne par Juliette Sachs aux éditions Erol. J'aime vraiment beaucoup cette couverture, c'est ce qui m'avait attirée et puis également le fait que ça se passait dans un village en Auvergne et j'ai passé 6 mois entre 2021 et 2022 en Auvergne. On est sur un roman qui est entre le cosy mystery et le feel good. On va suivre du coup Marion qui est une femme fraîchement divorcée qui retourne s'installer en fait dans son village natal en Auvergne avec sa fille qui est elle-même adolescente et on a également un petit peu le point de vue de la fille et elles vont se retrouver là-bas. Marion avait une agence de détective qui a fermé ses portes puisqu'elle a fait faillite. Elles se retrouvent donc toutes les deux à habiter en Auvergne dans l'ancienne maison d'enfance de Marion. Elle va également retrouver son amour de jeunesse avec lequel elle s'est séparée, qu'elle avait quitté pour aller vivre sa vie à Paris. Et puis on va la suivre dans tout ça et finalement sa fille en fait va être emmêlée dans une espèce d'affaire un peu de cambriolage où à chaque fois que son groupe d'amis fait la fête quelque part il se passe des cambriolages et comme c'est elle la nouvelle, c'est elle qui va être accusée et Marion va du coup essayer de laver les soupçons qui pèsent sur sa fille et en même temps renouer un petit peu avec sa passion pour les enquêtes. Malheureusement c'est un titre sur lequel j'ai quand même quelques
vrais reproches à faire. Tout d'abord, la narration du point de vue de l'adolescente était vraiment pas du tout crédible. Elle parle avec des expressions que même moi, à mon époque, ça paraissait ringarde, et ça fait déjà quand même un petit moment que je ne suis plus adolescente. Donc de ce point de vue-là, c'était quand même pas très réussi. Et puis au niveau de l'enquête en elle-même, au départ, c'était pas si mal, et en fait, ça s'emballe vraiment sur la fin, et j'ai pas compris pourquoi est-ce que ça s'emballait à ce point-là. Vraiment, il y a des éléments qui sortent un petit peu de nulle part, il y a un côté très dramatique, etc., énorme, qui arrive sur la fin, et qui est pas forcément toujours très cohérent par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc voilà, du coup, mon ressenti global est un peu moyen. Et puis en plus de ça, j'ai trouvé que finalement ça s'ancrait pas spécialement en Auvergne. On ne parle d'aucune spécialité qu'il y a en Auvergne, d'aucun lieu-dit ou quoi que ce soit. Ça pourrait se passer un peu dans n'importe quelle campagne un peu perdue. Ensuite, je vais vous parler de 3 romans que je n'ai pas en ma possession. Tout d'abord, j'ai lu les 4051 de Peachy Poi. Par Régis Delpech, c'est publié aux éditions Scrinéo, je l'ai lu en numérique et il est sorti aussi assez récemment là dans la deuxième moitié du mois d'août. C'est un titre qui va parler des 4051 enfants qui ont été raflés durant la rafle du Veldiv et qui seront donc ensuite déportés. On les suit du coup à travers les camps de transit, notamment le camp de Pithiviers et puis ensuite celui de Drancy avant de partir pour Auschwitz. Et nous on va suivre tout ça du point de vue d'une femme qui travaillait pour l'assistance sociale, qui était une toute jeune fille en fait de 19 ans, qui faisait son stage à l'époque auprès de l'assistance sociale et qui va être envoyée justement à travailler dans les camps. Et du coup on va la suivre dans tout ça, on va voir son parcours, comment est-ce qu'elle va essayer d'aider les enfants autant qu'elle le peut. Il faut savoir du coup que c'est une femme qui a vraiment existé, que Régis Delpech a écrit ce roman en se basant notamment sur son témoignage et également sur celui d'autres femmes. Régis Delpech, c'est pas la première fois que je le lisais chez Scrinéo, j'avais déjà lu 2 autres de ses titres et à chaque fois il écrit du coup des romans historiques qui sont vraiment très documentés, qui se basent notamment sur des témoignages. Il en fait des fictions, il écrit des romans autour, mais voilà, il y a vraiment toujours une base de témoignages au départ pour parler de faits autour de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Et à nouveau c'était vraiment une réussite, c'est un titre que je vous recommande. Par contre ça se passe au niveau des camps et même si c'est un titre qui est très court chez Scrinéo, c'est pas forcément un titre jeunesse. C'est pas parce qu'il est court qu'il est destiné à la jeunesse, parce que franchement ça décrit assez clairement tout ce qui peut se passer dans les camps. Pour l'autre titre que j'ai à vous présenter, que je n'ai pas en version papier, il s'agit du cycle de Lyonesse par Jack Vance, que j'écoute en format audio. Ils sont publiés chez Audiolib. Le tome 3 n'est pas encore sorti à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il sort normalement le 30 août. Et du coup c'est une série qui est terminée en 3 tomes. C'est une série qui est quand même assez ancienne, elle date des années 80 à peu près, donc voilà, ça date pas forcément d'hier et ça se ressent un petit peu. On est du coup sur un récit de fantasy, chaque tome en papier fait entre 600 et 800 pages, ils sont quand même assez costauds. Et dans cette série-là, on va suivre pas mal de personnages différents. Dans le premier tome, on découvre tout d'abord Souldrun, qui est une princesse qui a été enfermée par son père dans un jardin. On la suit vraiment à partir de son enfance, quasiment depuis sa naissance. Elle va faire une rencontre et finalement, c'est plutôt le personnage qu'elle va rencontrer et tout ce qui va découler ensuite qu'on va suivre. Et ce personnage de Souldrun, alors que le premier tome s'appelle Les Jardins de Souldrun, je m'attendais à ce que du coup ce soit notre héroïne principale. Et en fait, c'est notre héroïne principale peut-être pendant un tiers du premier livre, donc peut-être pendant 200-300 pages, et après pour tout le reste de la série, ce n'est plus elle. Voilà, c'est un récit qui est quand même un petit peu inspiré de tout ce qui est mythologie celte, mais qui se passe avant l'arrivée du christianisme. On commence à nous parler un petit peu du christianisme, mais ça reste encore quelque chose qui est en train d'arriver au moment du récit, et donc nous on va suivre des personnages qui viennent de différents royaumes puisqu'il y a tout un monde quand même assez développé, et on va les suivre du coup notamment essentiellement dans leurs intrigues politiques, dans les complots, dans les guerres, etc. On suit à la fois des rois, des princes, des enfants, des magiciens, enfin on suit vraiment énormément de personnages différents. Il y a beaucoup de points de vue différents au fil de la série qui ont tendance un peu à évoluer petit à petit, mais en tout cas voilà, c'est une série qui est assez intéressante. Je trouve que l'univers qui est créé est vraiment super. Si vous aimez la fantaisie d'intrigue, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment vous plaire. Par contre, effectivement, ça a un peu vieilli sur certaines choses, et notamment sur la manière dont sont traités à la fois les enfants et les femmes, et encore plus, du coup, les jeunes filles. On n'est franchement pas sur quelque chose de très fameux. Il y a une sexualisation des enfants qui est faite, de manière assez bizarre, et que je trouve assez malaisante tout au long du récit. Je crois que c'était encore pire dans le tome 1, mais il y en a encore un peu dans le tome 2.
et du point de vue des femmes, voilà, c'est pas elles qui ont les meilleurs rôles dans la série. Et notre personnage principal qu'on va suivre, qui s'appelle Alias, en fait lui est présenté comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un de bienveillant envers les femmes. On voit à un moment quand même qu'il apprécie une jeune demoiselle qui fait partie du peuple ennemi, qui vont se rapprocher, et en fait il dit en gros, on vante quasiment le fait qu'il ne l'ait pas violée alors qu'il a réussi à l'avoir, à la capturer. Et il est assez vexé du fait que du coup elle ne s'offre pas à lui en remerciement du fait de ne pas l'avoir violée. Après, si vous êtes prêt à passer au-dessus de ça, à vous dire que c'est un récit qui a quasiment 45 ans, en dehors de ça, c'est un titre qui a franchement des qualités. C'est effectivement assez long, mais d'un autre côté, comme l'univers est vraiment très développé, je trouve pas spécialement qu'il y ait tellement de lenteur que ça. Il y en a un petit peu, mais je trouve pas que ce soit tellement le cas, parce qu'il se passe vraiment plein de choses au fur et à mesure des tomes, et puis comme je disais, avec tous les points de vue qu'il y a dedans. Donc voilà, en tout cas je suis assez curieuse de voir ce que ça donnera pour le 3e tome. Quand il sera disponible en audio, je le découvrirai du coup également. Ensuite, on va passer à une très bonne lecture, puisqu'il s'agit de Si je dois te trahir par Ruta Sepetys, qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup les romans de Ruta Sepetys, je les ai tous lus, c'est assez simple. Mon préféré à ce jour, c'est Hôtel Castellana, même si du coup j'ai un doute avec celui-ci pour savoir si celui-ci ne l'a pas devancé. Ça se passe en Roumanie en 1989. On va suivre du coup l'histoire d'un jeune garçon qui va assister finalement à la chute et à la fin du règne de Ceausescu, qui était du coup un dictateur en Roumanie, qui a vraiment fait vivre son pays à la fois dans une très grosse oppression et surtout sous un régime qui était énormément dans le contrôle, où tout le monde était toujours contrôlé, tout le monde était toujours surveillé, il y avait des trahisons absolument partout, quasiment chaque personne en fait était un informateur au service de la dictature, qui du coup pouvait dénoncer ses voisins, pouvait dénoncer quelqu'un même de sa famille. Notre personnage grandit vraiment du coup dans ce climat-là qui est vraiment très hostile, mais il grandit malgré ça avec ses parents, sa sœur et puis son grand-père, a vraiment des pensées qui sont très différentes de celles du régime. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié, j'ai été vraiment très prise dedans. Notre personnage principal c'est un adolescent et finalement il essaye un petit peu de vivre sa vie d'adolescent classique, ce qui forcément n'est pas vraiment possible vu les circonstances. C'est un titre que j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que ça nous fait vraiment nous rendre compte à quel point ce sont des événements qui sont récents. Ça date de 1989, donc c'était vraiment juste quelques années pour ma part avant ma naissance. En Roumanie, donc ce qui n'est pas non plus un pays à l'autre bout du monde. Et du coup c'est quand même assez impressionnant de voir ça, et puis on voit du coup vraiment dans le roman à quel point la population était coupée de l'extérieur et à quel point elle ne savait pas tout ce qui s'était passé sur l'extérieur. Ils vont apprendre pendant le roman, mais assez tard, qu'en fait la plupart des dictatures voisines sont tombées, et quelque part ça leur donne de l'espoir, et en même temps ils se disent que, enfin, ils comprennent pas comment ça se fait que c'est encore le cas chez eux et qu'ils aient autant de mal à s'en sortir chez eux. J'ai mis la note de 19 sur 20, ça a été un petit coup de cœur, je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai lu sur une journée, hein, comme quasiment tous les autres titres du challenge, alors qu'il fait quasiment 400 pages. C'est un titre pour lequel on sent que Ruta Sepetys a fait de grosses recherches historiques. Comme elle est de plus en plus connue et réputée comme étant une autrice de romans historiques qui parle de faits historiques avec une grosse documentation et pas forcément sur les faits qui sont les plus connus. C'est vrai que du coup elle a de plus en plus accès, je pense, à des recherches, à une équipe aussi qui participe à ces recherches avec elle. En tout cas c'est ce que nous laisse entendre les remerciements et puis tout le carnet un petit peu qu'il y a à la fin qui nous explique tout son parcours là, et je trouve ça vraiment du coup super intéressant. C'est un titre qui est hyper documenté et j'aime vraiment beaucoup cette autrice. Ensuite, je vais vous parler de ma lecture de Animal par Cécile Alix, qui est publiée aux éditions Slalom et que j'avais emprunté à la médiathèque, d'où le petit macaron coup de cœur, puisque pour ma part ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une bonne lecture mais pas un coup de cœur. Dans ce récit-là, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est un immigré clandestin qui va être envoyé par sa mère sur les routes puis sur un bateau pour rejoindre l'Europe. Sa mère décide vraiment de l'envoyer parce qu'elle voit qu'il n'y a plus d'espoir dans leur pays. Cet adolescent du coup a comme objectif de rejoindre la France puisque son père était un grand amoureux de la France et que c'était vraiment son objectif à lui. Du coup son fils parle également français, il va du coup se retrouver entièrement livré à lui-même sur toute cette route. Il va faire certaines rencontres, des personnes qui vont juste passer et puis d'autres qui vont avoir un impact un peu plus important. C'est un titre du coup qui montre vraiment tout le parcours de cet immigré clandestin, tout ce qu'il va devoir traverser, et finalement ce parcours-là qui est un parcours assez universel. La faim, le froid, la peur. Le petit reproche que j'ai à faire à ce livre, c'est quand même quelque chose qui est assez paradoxal. C'est que autant je trouve que tout le début est vraiment très fidèle et on voit vraiment toute l'horreur qu'il peut y avoir,
autant je trouve que dans la suite c'est presque un peu trop positif pour que du coup le récit reste complètement crédible, dans le sens où notre personnage va faire des rencontres de personnes qui vont décider vraiment de l'aider et qui décident de l'aider sans rien attendre en retour. Et même si je pense sincèrement qu'il y a des personnes comme ça qui existent, je trouve que finalement ça lui arrive presque un peu facilement à partir du moment où il est en France. Et du coup, même si ça montre effectivement un bel élan de fraternité et des choses auxquelles on a envie de croire, et que je pense aussi voilà, que le but de l'autrice c'était de faire un récit qui soit finalement assez positif, en tout cas sur la fin, quelque part je trouve que ça entache un petit peu le début du récit qui était plus réaliste. Du coup ça a été une bonne lecture, mais je peux pas dire que je l'ai complètement adoré non plus, comme ça a été le cas, je l'ai vu de pas mal de personnes différentes. Du côté des romans, et toujours en emprunt bibliothèque, j'ai ensuite lu Histoire de moines et de robots, donc les 2 tomes qui sont sortis, donc un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides, par Becky Chambers. C'était notamment la vie d'Alex Bouquin-Prada qui m'avait donné envie de les découvrir. Dans ces récits-là, donc ce sont des récits qu'on classe souvent comme étant un peu de la cosy SF. Dans ce récit-là, on va suivre 2 personnages principaux. On a d'un côté Freurdex, qui est un moine de thé. Son rôle, c'est donc de parcourir les différentes villes, les différents regroupements de population avec sa petite roulotte pour aller échanger avec différentes personnes en leur servant du thé. Il a à la fois un peu un rôle de moine, de confesseur, de psychologue, enfin voilà, il parcourt un peu le monde comme ça et du coup il est amené à rencontrer pas mal de personnes différentes, jusqu'au jour où il va avoir un petit peu une sorte de crise existentielle et qu'il décide d'aller rejoindre une montagne. Et lorsqu'il va faire cette route vers cette montagne, il va rencontrer un robot qui s'appelle Omphale. Ils vont ensemble se lancer dans de grandes discussions philosophiques sur plein de choses différentes. On apprend du coup que dans ce monde, les robots ont décidé de se séparer finalement des humains. Ils ont pris leur propre volonté et décidé à la fois de ne plus servir les humains et de ne plus vraiment contribuer à toute cette société. Donc il y a une sorte de grosse révolution écologique qui s'est passée dans laquelle les humains sont revenus à un mode de vie qui est beaucoup plus simple. Il y a pas mal d'humains même qui ont peur de tout ce qui est technologie, qui limitent au mieux, qui limitent au plus possible les technologies. Il y a des zones qui sont redevenues complètement sauvages, etc. Et les robots, eux, vivent complètement à l'écart. Et en général, les robots se passionnent pour un sujet d'étude en particulier qu'ils vont étudier le plus possible. Et finalement, Omphale, lui, s'est un petit peu intéressé aux humains, à ce qu'ils étaient devenus, à comment est-ce qu'ils avaient construit leur civilisation. Et il se pose une grande question, à savoir de quoi les humains ont besoin. C'est un titre qui est extrêmement bien écrit, je pense, en VO, parce qu'en tout cas, je trouve que la traduction est vraiment très belle. Ça utilise des termes qui sont pas forcément très classiques. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Et pour que ça se remarque autant dans une traduction, je pense que c'est parce que le titre de base est vraiment bien écrit et qu'il y a eu du coup un gros travail de traduction pour réussir à reprendre ça. Notre personnage principal du coup, Freurdex, est donc un personnage non binaire. Ça parle vraiment voilà, de questions philosophiques, de savoir ce que les humains d'un côté et puis les robots de l'autre ont fait de ces dernières années, comment est-ce qu'ils ont construit leur monde, etc. Et j'aime beaucoup le duo de personnages qui sont à la fois très curieux de savoir l'un et l'autre comment ça fonctionne, et le personnage de Omphale, du coup le robot, découvre avec étonnement certains us et coutumes humains qui l'intriguent beaucoup. Il est très intrigué par le fait de cuisiner, par les relations humaines également. Donc voilà, il se pose pas mal de questions. C'est un titre qui est souvent très drôle, qui pose également des questions chouettes. Donc voilà, c'est vraiment une duologie que je vous recommande. Je crois qu'il y aura d'autres volumes. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'il pourrait aussi bien ne pas y en avoir qu'il y en avoir, mais il me semble qu'il y a d'autres tomes qui sont prévus. J'en ai du coup terminé avec le côté un peu plus roman. Je vais passer au graphique ou à des novellas ou des titres sur lesquels j'ai un petit peu moins de choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai lu Les Watson par Jane Austen. Alors je pensais que c'était une nouvelle, en fait c'est ce qui est écrit en dessous, mais c'est faux, ce n'est pas une nouvelle, c'est le début d'un roman inachevé. On va suivre du coup une femme qui s'appelle Emma Watson, avant la Emma Watson qu'on connaît tous, qui va devoir revenir vivre chez ses parents à la campagne alors qu'elle a vécu avec une tante. Elle va un peu faire son entrée dans le monde, redécouvrir différentes personnes, différentes familles qui gravitent autour de la sienne. On la voit aller à un premier bal où elle va faire différentes rencontres. Et donc voilà, en fait à ce stade-là, on est vraiment avec un décor qui est planté, différents personnages qui sont plantés, et puis ça s'arrête là. Donc voilà, du coup ça fait à peu près 80 pages. C'est sympa, c'est bien écrit, c'est prenant, comme toujours avec Jane Austen, c'est une plume qui est je trouve très fluide et très moderne, mais du coup ça a clairement un gros goût d'inachevé puisque c'est un roman inachevé. Ensuite, j'ai également lu Neverland par Timothée de Fombelle. C'est un titre qui se présente un petit peu comme une sorte de conte autobiographie dans lequel Timothée de Fombelle va s'interroger sur quand est-ce qu'était la limite entre l'enfance et l'âge adulte, quels ont été les marqueurs du passage à l'âge adulte. On va replonger
avec lui dans tous ses souvenirs, sauf que c'est beaucoup présenté sous la forme d'un conte un peu philosophique. C'est pas forcément le genre de choses qui me parle beaucoup. J'aime bien ce que fait Timothée Tombel, donc j'étais assez curieuse de le lire, je l'avais trouvé je crois en boîte aux livres, mais voilà, j'avais vu de très très bons retours dessus. Clairement moi c'est, je pense, pas trop ma came. J'ai écouté une bonne partie en version audio, la version audio est pas trop mal faite, elle est lue par Timothée Tombel lui-même. Donc si c'est un titre qui vous intéresse, pourquoi pas le découvrir par ce biais-là. Après clairement voilà, je ne serais pas la mieux placée pour vous donner envie de le découvrir. Ensuite côté graphique, j'ai avancé dans la série L'Atelier des Sorciers. J'ai lu du coup les tomes 9, 10 et 11 qui me restaient à rattraper. Ce sont des tomes qui se passent pendant la fête de la Nuit d'Argent qu'on découvre à partir du tome 8 ou peut-être 7. L'arc autour de la Nuit d'Argent est pas tout à fait terminé, c'est-à-dire qu'on a le défilé final dans le tome 11, mais clairement il va encore se passer des choses derrière et je trouve ça un peu dommage. C'est une série dans laquelle il y a de très très beaux dessins, surtout dans les premiers tomes. Je trouve que dans les derniers tomes ça manque un petit peu. Et globalement voilà, c'est une série qui est vraiment très jolie, tout le début est très sympa, c'est un atelier de sorciers du coup, un maître qui forme des jeunes sorcières, etc. Il y a plein de super choses dedans, le système de magie est top, etc. Mais c'est une histoire qui patine quand même vraiment dans la semoule, ça n'avance pas des masses et je trouve ça de plus en plus dommage. De voir les nombres de tomes augmenter, la série s'éterniser et que finalement pareil, il ne se passe toujours pas grand chose. Les personnages n'ont absolument pas grandi depuis le début, en tout cas je trouve pas que ça se voit dans les dessins. Et du coup j'espère quand même que c'est une série qui aura une fin à un moment parce que pour l'instant j'ai l'impression que la mangaka pourrait être partie pour 45 tomes sans aucun problème. J'ai également lu le tome un peu hors série qui s'appelle La Cuisine des Sorciers, à la croisée entre un livre de recettes et des petites anecdotes de vie dans ce monde-là. Je trouve que ça manquait un petit peu justement de petites anecdotes, de petites nouvelles, de petites choses mignonnes qui se passaient dans cet univers et au niveau des recettes je les ai pas trouvées incroyables. Je comprends pourquoi cette série ne remporte pas tellement de succès par rapport à la série principale et je continuerai pas du coup cette série bonus même si les dessins sont toujours sympas. Toujours côté graphique, j'ai lu Feel Good par Matou, donc c'est sous-titré Comment je me suis disputée avec le développement personnel. Et du coup dans cet ouvrage là, Matou qui est donc une illustratrice que je suis pour ma part depuis au moins 10 ans je pense, je la suivais au départ sur Facebook, ça remonte. On va voir en fait comment est-ce qu'elle va reprendre un petit peu tous les différents grands préceptes du développement personnel. Faites de la place dans ta maison et dans ta vie, reconnectez-vous à la nature, soyez un modèle pour vous et pour les autres, un esprit sain dans un corps sain, etc. Donc voilà, elle va un petit peu traiter de toutes ces choses-là, de la méditation, etc. Et donc on va voir comment elle va s'essayer à tous ces différents grands préceptes du développement personnel et comment est-ce qu'elle va décider un petit peu de laisser tomber tout ça. C'est un peu exagéré, qu'en tout cas ça ne lui correspond pas. Et c'est assez drôle comme format, c'est un peu tout en bleu comme c'est le cas de beaucoup de titres de Matou. J'aime vraiment bien son dessin. Après moi c'est pas le titre que j'ai préféré d'elle. J'avais beaucoup apprécié son titre qui s'appelle Peur bleue, qui parle de ses angoisses et de ses différentes peurs que j'avais trouvé très chouette. Et pour terminer également avec un graphique, j'ai lu Le chemin de Jada par Laurent Safou et Barbara Brun, qui est un album jeunesse. Dans cette histoire on va suivre deux sœurs jumelles, l'une a un teint assez clair et l'autre a un teint très foncé et on voit un petit peu les discriminations que subit celle qui est la plus foncée des deux et elle va se lancer finalement un petit peu dans une recherche d'elle-même qui va parler finalement d'acceptation de la différence, etc. avec un message assez positif. C'est plutôt joli en termes de dessin. Je pense quand même que je m'attendais à un peu plus apprécier l'histoire, mais je suis contente de l'avoir découvert. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette première salve de lecture du mois d'août. Je vous retournerai du coup assez prochainement une autre vidéo pour la suite. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé de voir un petit peu toutes ces lectures, d'avoir mes différents avis dessus. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains pour lesquels je vous ai donné envie. N'hésitez pas à me dire également si vous participez au challenge d'Alex Bouquin en Prada et ce que ça donne de votre côté. Et puis du coup pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!